C'est un lieu qui renferme l'histoire de l'âme de chacun, la tienne, la mienne, celle de tout le monde. Pas seulement de cette vie, mais de toutes tes vies, et pas juste une ou deux histoires, mais absolument tout, chaque chose que tu as faite. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans notre émission aujourd'hui, Laura. Comment te sens-tu, Laura? Je vais fantastiquement bien. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Je suis impatiente de discuter avec toi. Tu fais un travail incroyable dans le monde et ton histoire personnelle est tellement intéressante. Peux-tu raconter un peu à l'auditoire ton parcours pour retrouver la dimension spirituelle de ta vie? Car tu n'as pas toujours été dans cette voie, n'est-ce pas? Non, je ne l'étais pas. J'ai passé mon enfance dans la grande ville de Chicago, au sein d'une famille juive et intellectuelle qui n'était pas du tout méchante. Nous célébrions les fêtes traditionnelles, mais personne ne les prenait vraiment au sérieux, surtout pas nous. Et moi, j'étais plutôt branchée philosophie. J'étais un peu le désordre incarné au lycée. Je m'amusais plus que la moyenne des ados. Mais ensuite, j'ai lu Platon. Et c'était comme si quelque chose en moi s'était soudainement éveillé et vous connaissez ces instants où vous ressentez des frissons sur tout le corps? Il s'est passé quelque chose. Donc me voilà, à 16 ans, je lis ça et je me dis « Waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé? » Alors, j'ai simplement suivi ma passion et j'ai persisté. À l'université, je l'ai étudié puis continué en études supérieures. Ne voulant pas être prof, sans plan B, je me suis dit « Merde. » Alors, je suis partie et je suis rentrée chez moi à Chicago. J'étais à Boston et je suis devenue entrepreneur. Mon père est un médecin renommé. Il étendait son travail à l'échelle nationale. Mon frère le faisait aussi. J'adore mon frère. Je me suis dit, bon, tu sais quoi? Plan B. Tentons cela. J'étais vraiment douée pour l'entrepreneuriat et nous avons créé cette entreprise de technologie de la santé à partir de rien. Cela a duré environ 1012 ans, puis a été vendu à une entreprise du Fortune 500. Et j'ai travaillé pour LabCorp America. Et vraiment, honnêtement, Alex, je me sentais extrêmement perdue. J'étais comme coupée de moi le plus profond. J'avais véritablement compromis tout ce qui, en toi, te guide, ces intuitions intérieures si précieuses. Et je suis partie avec cet objectif, tu sais, trouver quelque chose de plus authentique, sans savoir ce que cela voulait dire. Et j'ai entamé ce voyage de retour vers moi-même, la philosophie. J'ai commencé à écrire, à étudier l'authenticité, devenue coach, animer un podcast. Et malgré tout cela, je dirais que j'étais comme une lumière spirituelle. C'était comme, je vais essayer. Guérison par les bols sonores, pourquoi pas, n'est-ce pas? J'étais prof de yoga, je méditais, je faisais tout ça, mais d'une façon ou d'une autre, ça m'est arrivé, c'est bizarre, moi je ne sais pas expliquer. Avec scepticisme, n'est-ce pas? Prudence sceptique. Puis après, je suis tombée sur les annales akashiques et c'était genre renversant. Ça m'a complètement soufflé. Et à partir de là, ça a été une série. Et je veux dire, on peut aller aussi profond que vous voulez. Je suis sûre qu'on va en parler. Mais c'était une série d'événements sur quelques années qui m'ont complètement ouvert. La connaissance profonde de ce qu'est réellement cet authentique moi. Exactement, genre, j'en parlais. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Que signifie être dans sa vérité? Qui suis-je lorsque je dis que je suis là, à l'intérieur? Je parlais de cette manière. Les gens parlent ainsi, mais j'ai vraiment compris. Je ne sais pas, totalement bouleversée sur ce que cela signifiait pour moi. Puis je me suis plongée dans le spirituel, juste à point nommé, c'est-à-dire il semblait qu'il n'y avait absolument rien qui aurait pu m'arrêter. Ce qui est merveilleux dans votre histoire, c'est qu'en apparence, vous aviez tout ce que vous désiriez. La réussite financière. Vous êtes un entrepreneur à succès, ayant vendu votre entreprise à une société du Fortune 500. Matériellement, vous vous en sortiez probablement bien. Vous étiez vide à l'intérieur, comme une coquille désertée. En écoutant votre histoire, on pourrait croire que l'univers lui-même murmurait « Elle est née, elle est proche de l'esprit, elle doit partir et se trouver. Elle doit se heurter au mur, trébucher quelquefois avant de pouvoir commencer à revenir vers nous, vers l'esprit. Et il était nécessaire que vous partiez, que vous fassiez vos erreurs, que vous appreniez et assimiliez les leçons que vous deviez apprendre, jusqu'à ce que finalement vous commenciez à revenir vers l'esprit. Et apparemment, vous avez plongé dans le grand bain. Ouais, je pense que moi, en y réfléchissant, non? Parce que je n'ai pas grandi spirituellement, mais en y réfléchissant bien, je pense que j'étais plutôt connectée, tu vois? Je faisais confiance à mon intuition, je prenais des décisions importantes, comme ce moment à 16 ans avec la philosophie, où je me suis dit, oui,
je fonce. Et puis, j'ai été à l'université et mes amis partaient à l'étranger et je me suis dit, ouais, je vais partir à l'étranger. Je me laissais simplement guider par mon intuition pour les grandes décisions et quand j'ai lancé l'entreprise, je me suis dit, ouais, ça semble juste. Je vais faire ça un moment. Mais ce que je n'avais pas prévu ou ce que je ne savais pas à 24 ans, c'était à quel point une vie à ne pas suivre ce qui est vrai pour moi et le succès est vraiment excitant. Tu as 24 ans. Tu te dis, je me lance des défis, je me force à progresser, j'explore toutes ces nouvelles capacités et tout le monde me félicite, n'est-ce pas? Je suis productif, c'est certain. Ça a vraiment de l'allure. Et puis, c'était divertissant, n'est-ce pas? Disons que je ne peux pas prétendre que je ne me suis pas amusée. En effet, je créais des choses et j'apportais mon aide aux gens. Mais dedans, c'était comme dissimulant de plus en plus cette vérité, cette part de moi-même qui est essentielle, qui était authentique et vraie, fidèle à moi-même. N'est-ce pas intéressant pourtant que, et je l'ai fait aussi, et je pense que la plupart des gens qui écoutent l'ont fait à un moment ou à un autre, c'est là où vous commencez à vous convaincre que c'est une question d'argent. Au genre, je pourrais faire ça, juste et continuer un peu plus long Teams. C'est une super opportunité, mais vous n'êtes pas heureux. Nous sommes dans un emploi où l'on gagne peut-être beaucoup d'argent, mais on déteste vraiment ce travail et on ne s'y plaît pas. Peut-être qu'on n'apprécie pas non plus les gens avec qui on travaille. Et en fin de compte, on rentre à la maison en étant juste en colère et amer, et on ne comprend pas pourquoi on est en colère et amer jusqu'à ce qu'on commence cette introspection. Et là, le cerveau se dit, mais il y a tant de gens qui tueraient pour avoir cet emploi, et pourtant il n'y a rien. Ouais, mais ce n'est pas ton travail. Peux-tu faire ce travail? Bien sûr, je suis capable de 1000 choses. J'ai dirigé une société de post-production pendant 25 ans où je travaillais sur des films toute la journée. Pourrais-je faire ce travail? Évidemment que oui, j'en ai vécu pendant 25 ans. Est-ce que je veux le faire? J'ai dû être heureux, quoi, une poignée de fois en 20 ans, en faisant ce travail, sauf quand je travaillais sur mes propres projets, jusqu'à ce que je découvre le podcasting, parce que ça avait du sens. Et puis, je suis devenu podcasteur, auteur, écrivain, toutes ces choses qui n'avaient aucun sens dans mon univers. Mais là, je me suis senti complet, et cela signifie avoir le courage de faire ce saut vers ces autres choses qui vous complètent et vous rendent entier. Ouais, je raconte parfois cette histoire. J'ai vendu l'entreprise et je suis rentrée chez moi, une belle maison, un labrador chocolat, mon enfant, une relation de 15 ans. Objectivement, rien n'allait mal et je n'étais pas malheureux, n'est-ce pas? Rien n'était. Je n'étais pas de ces gens qui se réveillent en se disant « Oh, en fait, j'avais instauré des règles dans mon entreprise. Il était interdit de dire vivement vendredi et il n'y avait pas de mercredi, de la semaine difficile ou quoi que ce soit du genre. Et j'ai fait de mon mieux pour apprécier mon temps. Mais ça ne me parlait pas. Ça n'était pas vrai pour moi. Exact. Je ne suis pas quelqu'un de la tech santé et l'entrepreneuriat. J'aimais la création, le développement, mais le business en soi, ça ne me plaisait pas vraiment. Je veux dire, si vous me demandez de passer en revue des tableurs, que ce soit pour discuter de stratégie ou non, cela m'est indifférent. Mon frère a un jour envisagé de faire un MBA. Il était tellement enthousiaste qu'il m'a montré le catalogue, parce qu'il en possédait un et qu'il trouvait ça passionnant. Et moi, en parcourant chaque cours du catalogue, je me disais, tout ça a l'air horrible. Je ne veux suivre aucun de ces cours. Et donc, c'est déroutant quand on est doué pour quelque chose, qu'on ne déteste pas ça, qu'on obtient des résultats et que c'est utile au monde et qu'on se dit, en quelque sorte, qu'est-ce qui ne va pas ici? Et c'était moi. Je ne l'étais pas. Je n'étais pas en phase avec l'essence même de mon être et je ne l'exprimais pas. Exact. Je n'étais pas en totale harmonie avec ce qui est. Être moi-même, exactement. Et la philosophie, c'était vraiment ça. Je veux dire, j'y pense tout le temps. J'ai juste envie d'en parler. C'est de loin mon sujet préféré tous les jours de la semaine, n'est-ce pas? Et je le faisais avec des amis et de diverses manières. Je l'introduisais subtilement en tant que professeur de yoga et j'ai tenté d'autres approches. Mais je ne sais pas, c'est comme si tu trouvais enfin le courage de te lancer et de te demander qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce que je désire vraiment? Et cela va à l'encontre de tous les schémas établis et bénéfices financiers. Mais tu le fais. C'est là que tu trouves cet état de flux, n'est-ce pas? C'est là que tu trouves ton travail, c'est ton plaisir. Tu le ferais même gratuitement. Toutes ces sortes de phrases sont devenues réalité pour moi. N'est-ce pas intriguant de penser que être dans cet état que tu décrivais, un no man's land émotionnel, ni heureux ni malheureux, est peut-être le pire? C'est cet entre-deux où l'absence de malheur ne te pousse pas à changer ou à quitter ta zone de confort, alors que tu stagnes, comme tu disais, avec une bonne relation, une belle opportunité pour une maison, du chocolat, un enfant adorable. C'est là que trouver la motivation pour évoluer est le plus ardu. Je ne suis pas malheureux, mais je ne suis pas vraiment heureux non plus. C'est là le piège, car cela peut durer 30 ans.
C'est exact. Mais quand tu te lèves énervé chaque matin à la longue, ça va te pousser à te dire, il faut que je fasse un changement. Mais quand tout se déroule sans accroc, mais que tu n'es pas heureux, J'ai eu une conversation dans ma tête avec un fils adulte. Il n'avait que 3 ans, mais je l'imaginais en 2025. Assis pour un café, j'ai eu une révélation. Il me regarde et dit « Maman, j'ai une question. » Curieuse, je réponds dans mon esprit « C'est quoi ta question, mon chéri? » Et il commence à parler. « T'as vendu l'entreprise, donc t'avais de l'argent. Ce n'est pas ta passion, mais j'ai grandi avec des nounous et je ne t'ai jamais vu. Et tu étais toujours fatigué. Pourquoi? » D'accord? Et là, je me suis dit, il faut que je démissionne. Il faut que je reste à la maison avec lui. Parce que la vérité, c'est que je voulais aussi être près de lui et je ne le voyais jamais. Je le voyais 1 heure ou 2 par jour parce que je devais prendre l'avion pour rentrer à la maison. Les horaires de travail sont étendus. Et donc, c'était vraiment le déclic pour changer. Et je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Je ne veux pas ça pour lui et ce n'est pas l'avenir que j'imagine. vous avez parlé de ce truc qu'on appelle les archives akashiques. De quoi parlez-vous avec cet objet digne de Harry Potter? Pourriez-vous expliquer ce que sont les archives akashiques pour ceux qui ne le savent pas? Qu'est-ce que les archives akashiques? Ou qu'est-ce que c'est vraiment? En termes simples, c'est l'espace énergétique qui contient l'histoire de votre âme. Alors, imaginez un Internet, un espace Wi-Fi qui est énergie et c'est un lieu qui contient l'histoire de mon âme, de la tienne, de celle de tout le monde, pas seulement de cette vie, de toutes nos vies, et pas juste, disons, 1 ou 2 histoires, mais absolument tout ce que tu as fait. Alex, comme j'ai trouvé un portefeuille. Alors, dans la lecture des annales akashiques, tu pénètres dans cet espace sacré. Et quand j'étais plongée dans cet espace pour aider une amie, j'ai retrouvé son portefeuille égaré. Nous pouvons en discuter plus en détail si tu le souhaites. Mais c'était l'un de ces moments épiphaniques où je me suis dit « Oh, merde !» Ce n'est pas seulement notre conscience, nos pensées, nos sentiments qui sont en jeu. C'est littéralement mon ami qui a perdu son portefeuille, sans même s'en rendre compte. D'accord. Donc tout ce que tu fais est enregistré dans cet endroit appelé les annales akashiques. C'est en gros le cloud, mais une version spirituelle. C'est genre à un niveau bien plus profond, avec beaucoup plus de puissance de calcul que ce avec quoi on joue actuellement. Ouais, c'est exactement comme ça que je le conçois. Imaginez que vous avez un téléphone portable, d'accord? Vous avez ce portable et vous voulez appeler votre ami. Avec le même téléphone, il suffit de composer un numéro différent. C'est ainsi que vous pouvez accéder aux archives akashiques. C'est ce que j'ai déduit en lisant quelques extraits. Procédez à l'échange d'un nom légal par un autre. J'ai consulté un registre akashique ou un autre type de registre cachemérien. Je ne sais pas, mais il y a 50 ans, on ne savait pas comment fonctionnaient les téléphones portables. Exact. Il aurait été impossible de dire que c'était une option. Donc, je comprends que ça puisse paraître un peu tiré par les cheveux, que ce soit possible, mais je fais juste une analogie avec les téléphones portables. Je pense que la science progresse. Je pense que la physique quantique suggère qu'il y a des moyens pour que cela soit possible, mais c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Cependant, il est important de souligner que les annales akashiques sont citées depuis des millénaires. Dans les textes védiques, j'ai oublié quand ce concept a été mentionné pour la première fois, mais c'est une idée qui existe depuis longtemps. Si des milliers et des milliers d'années se sont écoulées, donc ce n'est vraiment pas une ère nouvelle, un concept qui a émergé au cours des 30 ou 40 dernières années. On nomme cela l'akashique depuis des temps immémoriaux. Il serait intéressant de mentionner Edgar Cayce, qui a grandement contribué à sa popularisation au début du XXe siècle, grâce à son œuvre et à sa capacité à accéder aux archives akashiques, ce qui est particulièrement fascinant car la façon dont chacun s'y réfère est unique et personnelle. Volume. Appelons-les des livres. Je veux dire, il faut les imaginer comme dans une bibliothèque. C'est une immense bibliothèque avec des livres et tout. Ce type de choses-là. Mais vous pouvez aussi accéder aux annales du monde dans le sens où vous pouvez observer des événements à venir, des choses qui se sont déjà produites, un peu comme votre idée de portefeuille, l'histoire du portefeuille dont vous étiez sur le point de parler. Pouvez-vous nous expliquer comment, en allant un peu plus loin, vous avez retrouvé le portefeuille de votre ami en utilisant les archives akashiques? Oui, donc tout est consigné. Votre maison a un historique. Pour en revenir à ce que vous disiez, vous avez la possibilité d'ouvrir les archives concernant des objets, des animaux et des individus. Je sais que ça ressemble à une bibliothèque, mais ce n'est pas une bibliothèque. C'est comme Internet, mais ce n'est pas Internet. Je veux dire, je ne pense pas que nous ayons le meilleur vocabulaire pour le décrire. Donc, c'est la meilleure façon que j'ai de l'expliquer. Mais oui, c'est une excellente question. C'est un endroit qui conserve tout ce que vous avez jamais fait. Les gens font ce qu'on appelle une lecture des archives akashiques.
D'accord? Donc, vous viendriez à moi en tant que client et vous diriez, j'ai un problème, n'est-ce pas, dans ma vie. Genre, je suis bloqué, je suis frustré, je suis à la recherche, désireux de parvenir à une percée d'une manière ou d'une autre dans ma vie, n'est-ce pas? Alors, lors d'une lecture des archives akashiques, je lirai ces phrases, puis j'ouvrirai vos archives akashiques. Et c'est comme si la meilleure façon de le dire à nouveau, c'est d'imaginer une recherche Google pour votre âme à ce moment-là. Donc, cela revient une chose, un enregistrement pour votre plus grand bien en cet instant, n'est-ce pas? Donc, si vous recherchez des séjours au ski et que vous allez sur Google, vous allez obtenir une tonne de choses et vous devez les trier lors d'une lecture des archives akashiques. Vous posez une question, vous recevez en retour comme un résultat de recherche et il est si puissant, utile pour ce qui est coincé en vous à cet instant, que les gens en viennent aux larmes cathartiques. Presque à chaque fois que je fais des lectures où ils sont juste comme. Ils sont toujours des cerfs pris dans les phares, ils sont comme « Comment savez-vous cela ?» Alors je vais vous donner mon exemple. Mais je suis entrée dans ma première lecture des archives akashiques et je disais à quelques amis « Je veux juste vivre dans un appartement moderne et minimaliste au bord du lac. » Je ne sais pas. Étrange, n'est-ce pas? Cette femme dit « Elle ouvre mes archives et la première chose qu'elle dit, c'est « Je vois un appartement moderne et minimaliste au bord du lac. » J'étais là genre « Attendez, quoi ?» Et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Mon partenaire de l'époque m'y avait emmené et j'étais comme « Et là, soudain, ton cerveau part en vrille parce qu'il n'y a strictement aucune chance que cette personne puisse le savoir. » Et puis, elle commence à me dire des choses, des révélations sur mon âme, sur ce qui est tellement profondément vrai pour moi que si tu rassemblais une équipe de thérapeutes chevronnés, tous mes amis les plus proches et un gourou éclairé dans une pièce en leur demandant « Quelle est la meilleure information pour Laura en ce moment précis? » Je ne pense sincèrement pas qu'il pourrait le faire aussi bien. Elle m'a parlé des ouvrages que j'avais l'intention d'écrire. Elle m'a aussi parlé de ma relation avec mon fils. Tout se déroule sans le moindre jugement. Sans aucune notion de bien ou de mal, tu parviens à cette beauté. C'est ce sentiment, tu sais, quand une vérité résonne au fond de l'âme. Tu cherches, observes, fouilles, et là, tu lis cette phrase, et à cet instant, tu te dis, c'était exactement cela. C'était précisément ce que j'attendais d'entendre. Et à ce moment-là, je me sens comme si quelque chose s'était débloqué à l'intérieur de moi et j'ai l'impression d'avoir eu une révélation ou un éveil profond. Cela dure comme ça pendant 1 heure entière. Je veux dire, tu es simplement là à vivre ces moments l'un après l'autre, sans cesse. Donc, ta question, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? C'est exactement ça dans une lecture pour une personne. Et ensuite, je plonge dans les archives et je pose ces autres questions à cause de ma obsession pour la philosophie. Mais je demande, genre, quelle est la nature de l'amour? Quelle est la nature des limites? Et c'est pour ça. Nous avons ces visions de tout ça, mais elles sont empreintes de jugement et de l'obsession de bien faire et ressentir cette pression dans cette vie, comme si je ne fais pas quelque chose d'une certaine manière, j'ai raté ma vie, ou nous ressentons cet appel, comme si je savais que je suis censée faire quelque chose de ma vie, mais je ne sais pas quoi. Alors une lecture des annales akashiques peut vous aider à entendre ce pourquoi vous vous êtes engagé dans cette vie. Parce que l'idée, c'est que vous rédigez un plan d'âme pour ce que vous voulez, et puis vous arrivez ici, et la vie est un peu plus difficile que prévu, où il y a le libre arbitre. Les gens choisissent des choses différentes et agir différemment. Ils ne se déroulent pas conformément au plan, n'est-ce pas? Ou quelque chose, ça arrive. Et donc, la lecture peut vous aider à vous remettre sur les rails, là où vous en êtes, pour ce pourquoi vous vous êtes engagé, ce que vous devez guérir, comment grandir, quelles relations vous sont bénéfiques, ne vous sont pas bénéfiques, les liens karmiques, les vies antérieures qui vous hantent, et cela vous donne simplement le parfait vocabulaire essentiel pour débloquer une capacité à progresser, et ensuite vous acquérez cette sagesse philosophique. Que signifie le pardon quand on le regarde à travers le prisme, la perspective du domaine akashique, et c'est profondément plus beau et d'une certaine simplicité. On se dit juste « Ah, je peux faire ça, n'est-ce pas? Genre, je peux le faire. » Et puis pour le portefeuille, c'est comme « Donc, je suis en train de faire ça. Je suis là, j'écris, et je fais des lectures, et soudain mon amie m'appelle, complètement affolée. Elle me dit « Je ne trouve pas mon portefeuille. » Et je lui réponds « Je ne sais pas où pourrait être ton portefeuille. » C'était comme un tour de magie de soirée, non? Désolée, je ne peux rien dire. Elle est désespérée. Alors je fouille dans ses affaires, et je vérifie, d'accord, où est le portefeuille d'Ali. Et je suis concentrée. Et je vois un tas de vêtements, et là, le portefeuille est enfoncé dedans. Et elle prend ce tas de vêtements et le met dans un panier à linge. Et je dis, je pense que ton portefeuille est au fond de ton panier à linge, bien enfoncé.
Tu devras chercher minutieusement. Elle répond, d'accord. 3 heures passent. Elle ne m'a pas rappelé. Je crains que mon idée n'ait pas fonctionné. Il ne s'agit pas des archives akashiques. Je l'ignore. Il me semble que tu abuses de ce système. Ouais, allez, c'est une méthode de guérison pour l'âme. Il ne s'agit pas de ton portefeuille. Alors elle m'appelle. Elle fait, j'ai retrouvé mon portefeuille. Je dis, il était où? Et elle fait, dans le panier à linge. Et moi, genre, pourquoi t'as mis 3 heures? Et elle répond, bah, j'ai pas fait ce que tu m'as dit. J'ai pas regardé attentivement. J'ai juste jeté un coup d'œil superficiel. Alors je suis retournée, j'ai tout renversé, et il était là, bien enfoncé. J'étais là, genre, waouh. Je fais semblant, c'est comme un enregistrement de tout ce qu'on fait, même les choses qu'on oublie, tu comprends? On égare des choses. Alors ma partenaire de l'époque s'en est aperçue. Elle fait semblant, genre, j'ai égaré ma carte de crédit une semaine plus tard. Et moi, semblant, oh non, j'ai vraiment pas envie de tout refaire. Ça produit toujours un effet comme un tour de magie. Et je lui ai dit, regarde entre la boîte à gants de ta voiture et ton siège, mais tu vas devoir avancer ton siège pour le trouver. 3 minutes plus tard, elle revient, tenant une photo dans sa main. C'était comme coincé juste là, mais une fois de plus, cela avait glissé de sa poche sans qu'elle s'en rende compte. On ne saisit pas seulement l'inconscient dans ces moments. C'était littéralement tout ce qu'il y avait à découvrir. Alors, Laura, il y a une bague que j'ai perdue. Non, je plaisante. Je veux dire, ce serait vraiment génial si on pouvait en parler rapidement. Ah, je plaisante, bien sûr. Non, je comprends, ça arrive avec les chaînes et les médiums et les voyants que j'invite dans les émissions. Une fois que vos amis acceptent la situation, alors ils commencent à utiliser vous. Sachez que je vais bientôt partir en voyage. Devrais-je choisir Spirit ou American Airlines ou peut-être JetBlue, qui est la compagnie aérienne qui me garantira d'arriver à l'heure sans subir de retard? C'est possible, n'est-ce pas? L'univers à portée de main. Alex, si quelqu'un me redemande, tu peux juste jeter un œil dans mes dossiers? Je serai catégorique. J'ai déjà prévenu tout le monde. Il n'y a pas de raccourci. Cela prend un temps considérable. Là-haut, ils s'expriment avec beaucoup de détails. Ils parlent en métaphore. Et il y a une beauté certaine dans leur façon de faire. C'est une manière humoristique de dire que c'est une réponse à la façon des archives, mais c'est un long et sinueux chemin avant de véritablement comprendre et accepter ce qu'ils veulent dire sans porter de jugement. Donc, oui, j'ai terminé avec ça. Alors laissez-moi vous poser cette question. Avec ce n'est pas, eh bien, on dirait une recherche Google optimisée, comme une recherche Google parfaitement optimisée. Ce dont vous avez besoin à ce moment précis, ce que je suppose que les équipes de Google sont en train de perfectionner et l'algorithme y parviendra à terme. Mais en attendant, nous avons Google comme le meilleur que nous ayons ici. Quand vous dites ils, est-ce que c'est? Sont-ils? Sont-ils semblables à des guides? Peut-être des guides spirituels ou même des anges? Qui est donc ce bibliothécaire, si l'on peut dire? Qui est à l'origine de la parole? S'agit-il des archives elles-mêmes? Comment cela se comprend-il? Parce que je comprends de nouveau, pour nous, je sais que la langue est vraiment difficile pour nous. C'est comme un registre, d'accord? Je retire un livre et je le lis pour obtenir cette information. Qui est la voix des archives akashiques? C'est ma question. Oui, excellente question. Alors, quand vous consultez un médium, il s'adresse à une personne de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, il se connecte à un être cher, disparu. Il y a les anges, les guides, il y a toutes sortes de choses comme ça. Les archives akashiques le permettent. Lorsque vous les ouvrez, vous pouvez également vous y connecter. Exact, cela s'est produit. Et pour certaines personnes qui pénètrent dans le domaine akashique, elles font l'expérience de toutes ces différentes des esprits. Exact, mais les archives akashiques, c'est son spécifique. C'est l'espace énergétique qui détient l'histoire de votre âme. Et donc l'idée, encore une fois, car nous n'avons que le langage, c'est qu'il y a les maîtres qui et les seigneurs des archives. Ils ne sont pas incarnés, n'est-ce pas? Ainsi, certains d'entre nous viennent et s'incarnent vie après vie, au fil des vies. Et puis, il y a certains esprits qui ne s'incarnent jamais. Et l'idée derrière les archives akashiques, c'est qu'il existe un lieu qui est en quelque sorte gardé, géré par les bibliothécaires sont les seigneurs des archives et les maîtres ascensionnés qui ne se sont pas incarnés protègent également. Et ils décident en fonction de... La vision, c'est qu'ils ont une vue d'ensemble du domaine akashique de leur point de vue. Et il y a une quantité infinie d'options possibles qui se produisent à chaque seconde. Et ils peuvent voir, en fonction de là où je me tiens aujourd'hui, et des milliards de choses qui se passent, ce qui est pour mon plus grand bien, pour ce que j'ai décidé de faire dans cette vie. Ils me transmettent ces informations. Cela se manifeste par une sensation de voix collective. C'est la meilleure façon de le décrire. Ça ne ressemble pas à une personne unique. On dirait qu'il y a une énergie
ouverture du chakra couronne, qui transmet des informations, et cela se fait par voie auditive. On peut entendre, comme un canal en quelque sorte, un langage très précis, des visuels. Ainsi, vous aurez des visuels très cool, métaphoriques, et puis des sensations ressenties, comme vous pouvez littéralement vous glisser dans l'énergie de quelqu'un et recevoir cette énergie, genre « Oh, cette personne souffre vraiment d'un chagrin d'amour, n'est-ce pas? » ou de la gorge. Comme ils adorent le système des chakras. La gorge est vraiment serrée et c'est comme « Oh, ils expriment leur vérité. » N'est-ce pas? Et ensuite, mais vous obtiendrez le langage pour saisir les détails précis à ce sujet. Donc, c'est ça les archives akashiques. C'est difficile comme je l'appelle île parce que c'est la meilleure façon de l'expliquer, mais on dirait un entonnoir énergétique d'une indescriptible unité, énergie. Je veux dire, il semble que ces gars, j'espère vraiment qu'ils ont de bons avantages, parce que c'est énormément de travail. J'espère que les avantages sont bons, que les horaires sont agréables là-haut. Je plaisante, bien sûr, mais en réalité, je n'avais jamais eu cette réponse auparavant parce que j'étais curieux, parce que je pense, tu imagines l'archive juste comme « Oh, c'est un livre, c'est une bibliothèque ». Tu entres et tu vois visuellement des choses, mais il y a quelque chose de plus. Cela projette cette information vers toi, la canalise. C'est vraiment fascinant. Et si je ne me trompe pas, tu enseignes aux gens comment se connecter à cela, n'est-ce pas? Exact. Tout le monde peut y accéder. Exact. Donc, beaucoup de gens pratiquent ce que je considère comme de l'élitisme spirituel, mais ils diraient que ce n'est pas le cas. Exact. C'est pour des personnes spéciales, de toute évidence, et je pensais que c'était réservé à des personnes spéciales. Je veux dire, j'ai fait pas mal de lectures. Quelqu'un me faisait des lectures et tout était absolument précis à 100%. Et donc, lors d'une lecture, il a été dit que je pouvais accéder aux archives et j'étais là, non, je ne suis pas cette personne. Exactement. Et puis, évidemment, ça a fonctionné pour moi. Et donc, je me disais, mon Dieu, je pense que je pourrais former mes amis. Alors, j'ai commencé à expérimenter et à essayer, et puis je n'arrivais tout simplement pas à échouer. J'ai essayé encore, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé ont réussi. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. Et puis, observer leurs réactions, n'est-ce pas? Chacun avait cette espèce de « Oh mon Dieu », comme si, peut-être, moi aussi je suis spécial, moi aussi je suis connecté. Et j'ai commencé à ressentir cela, œuvrer afin que tout un chacun puisse se sentir que nous sommes tous connectés. Nous pouvons tous nous connecter parce que vous savez pourquoi? Nous le sommes déjà. Si vous avez déjà marché dans la rue et que vous avez eu cette intuition, n'est-ce pas? Si vous avez déjà été sous la douche et que vous vous êtes dit « Oh, ça m'est juste venu comme ça », ou si vous avez un problème et là soudain « Waouh, je ne sais pas d'où ça vient », de quoi parlez-vous? Tout le monde est connecté. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous de l'énergie, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes. C'est ce qui nous entoure. Et donc, ouais, je me suis emballée et j'ai enseigné à un groupe de 40 hommes qui sont principalement des comptables et des banquiers d'affaires. Et ils se sont volontairement inscrits à ce cours. Ça a dû être incroyable. Oh mon Dieu, c'était vraiment le meilleur, mon cher ami. Je l'adore tellement et il est du genre à dire, on va leur souffler l'esprit. Ils s'imaginent s'inscrire pour une expérience spirituelle toute simple, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une communauté d'amis. Et il m'a fait venir en secret, sans leur dire. Ils se sont inscrits pour des séances en tête-à-tête avec moi et ils ont juste eu l'esprit complètement soufflé, tu comprends? Parce que chacun se dit intérieurement, je ne vais pas réussir. Ils sont en sueur, pris de panique. Oh mon Dieu, personne ne m'avait expliqué comment procéder. Mais ils se sont vraiment investis dans l'expérience. Chacun des 40 hommes, sans exception, a marqué l'histoire. Ils parlent encore de cet événement comme l'une des expériences les plus marquantes de leur vie. Cela a éveillé en eux une interrogation profonde. Mince, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça change complètement leur perspective sur la réalité, l'esprit, l'âme, surtout. Leur relation à cela n'est pas seulement pour autrui. Alors, effectivement, je me suis mis à enseigner maintenant en groupe de, mettons, centaines. C'est vraiment très amusant. Et puis, pour ceux qui sont vraiment enthousiastes, nous travaillons en petits groupes, nous nous entraînons ensemble et il y a même une certification à obtenir à la fin. C'est incroyable. Je veux dire, c'est simplement un peu... C'est juste incroyable que vous puissiez faire ça. Et d'après ce que je comprends, ça n'a pas l'air si difficile. Évidemment, 40 mecs, 40 gars qui ne croyaient pas. Ce n'est pas comme s'ils avaient bu le Kool-Aid. Ils étaient plutôt du genre « Non, eh bien, d'accord. » Cette histoire, et cela se produit réellement. Je peux imaginer que cela doit être marquant dans leur vie. Ça doit être amusant pour vous d'assister à cela. Tellement amusant, vous les regardez simplement. Ils se disent « Ça n'arrivera pas ». Et puis ils entrent et ils font genre « Je vois un dragon ». Parce que les dossiers arrivent, ces métaphores délirantes. Et là, ils font genre « Ouah, c'est quoi ce bordel ?» Pas vrai? Et puis ça commence à fonctionner.
Et voilà le truc, Alex. Tout le monde peut tenir une balle de tennis dans une raquette. Tout le monde peut marcher sur les plates-bandes de Steffi Graf. Exactement. Tout individu peut se rapprocher d'un piano et effleurer les touches. Je tiens à ce que tout le monde comprenne bien. Écoutez, il est essentiel de pratiquer. Il est vrai que certains ont peut-être un talent inné. D'autres y dédient des milliers d'heures de pratiquer. Je ne vais pas vous tromper, maître, sur le piano, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de temps pour cultiver la pratique et vraiment canaliser l'énergie efficacement, de manière constante, sans laisser son ego s'immiscer. Mais je veux que tout le monde sache, c'est comme un piano. Approchez-vous, touchez-le. Si ça vous passionne, prenez des cours si cela vous enthousiasme. Voilà. Peut-être que vous êtes le prochain Mozart, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme si c'était juste pour certaines personnes. C'est tellement significatif pour moi d'y penser. J'aime beaucoup cette analogie, tu sais. Tout le monde peut saisir une raquette et une balle de tennis. C'est comme si certains deviennent Serena Williams et d'autres simplement pas. Elle tombe juste par terre et il donne un coup dans le vide, ratant complètement la balle. Mais au moins, ils peuvent ramasser la balle. Ainsi, tout le monde a la capacité de le faire, au moins à un moment ou à un autre. Mais certaines personnes ont un niveau plus élevé que d'autres. Mais c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines spirituels et de l'évolution, il y a des maîtres. Il y a des maîtres qui se promènent parmi nous, qui possèdent ce don. Certains sont nés avec. Ils étaient à un niveau supérieur dès leur arrivée. Et dans cette vie, ils sont censés évoluer jusqu'à atteindre le niveau de maître ascensionné, et j'ai eu la capacité de parler à certains individus très élevés spirituellement, des personnes illuminées. On voit tout de suite la différence d'énergie. On peut ressentir la différence d'énergie dans leur manière de parler et de se mouvoir. Ouais, c'est... Mais tout le monde peut-il prier, bien sûr. Et méditer, absolument, bien sûr. Cependant, quand vous prenez place aux côtés du moine Tumet qui se consacre à la méditation depuis 30 ans, et peut atteindre, j'ai oublié les différents niveaux d'état de conscience, le niveau alpha, le niveau bêta. Et puis je crois que lorsqu'ils faisaient les lectures neuroscientifiques, ils se sont dit, oh, vous êtes descendu jusqu'à ce niveau parce que, eh bien, on peut aller encore plus loin. Et ils s'éteignent comme quoi. Et puis ils sont descendus, j'ai oublié le niveau oméga, un autre niveau incroyable que personne n'avait jamais enregistré auparavant. Parce qu'ils pouvaient le faire, toi et moi, probablement pas. Alors, pouvons-nous nous asseoir et tester l'application Headspace? Vous savez, Madame Blowetsky a apporté les archives akashiques aux États-Unis à l'aube du siècle, dans une communauté qui était connue sous le nom de la Société théosophique. Et vous comprenez. Et elle a introduit la méditation et le yoga, et certaines pratiques sont devenues populaires, d'autres non, et je ne sais pas pourquoi. Les archives akashiques, c'est comme le secret le mieux gardé. Ça existe, comme vous l'avez dit, depuis des milliers d'années. Elle ne s'est tout simplement pas encore complètement imposée. Je pense qu'en partie, cela vient davantage d'une méthode d'hypnose, et c'est un processus éprouvant, que de se plonger dans l'hypnose. Je trouve que les systèmes récents, avec ces phrases que vous êtes actuellement en train de lire, essentiellement des prières, si vous voulez les appeler ainsi, rendent l'accès tellement plus facile. Mais oui, c'est accessible à toute personne qui est prête à fournir l'effort nécessaire et à y consacrer le temps requis. Pouvez-vous vous connecter à votre moi supérieur via les annales akashiques maintenant? Oui, donc vous avez la capacité de vous connecter aux annales akashiques. Et ce qui me captive vraiment, voyez-vous, c'est « Oh, demandez-vous si je me connecte à mon moi supérieur? » Quel est donc mon... Celui qui observe ce que nous faisons, le joueur du jeu auquel nous participons. Nous sommes un avatar évoluant dans un jeu vidéo. Ils ont défini les paramètres et ce sont eux qui observent. Alors quand tu dis « je suis », es-tu l'avatar, es-tu Mario ou es-tu le joueur qui joue? D'accord, donc, c'est exact, merci. Et ainsi, les annales akashiques enregistrent l'âme, n'est-ce pas? L'esprit de Laura est arrivé en ce lieu et a insufflé la force vitale au sein de cette rappeuse humaine nommée Laura, qui possède toutes sortes de compétences et de physique. Et pendant son séjour ici, Laura espère apprendre des leçons qu'elle a choisi de suivre volontairement. Et étant donné qu'elle réside dans un corps dense et que les circonstances te sont ardues, peut-être que opte souvent pour la gauche quand il faudrait aller à droite, négligeant l'appel discret de l'âme. C'est comme si la gauche était plus évidente, non? Car cette voix intérieure est subtile, elle n'est pas un haut-parleur du domaine akashique concernant votre âme. D'accord. Donc, ce n'est pas votre âme, c'est comme s'ils étaient de l'autre côté?
avec le joueur, avec l'âme. Il vous donne des codes de triche. Il vous envoie des codes de triche. C'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous avez mis en place, juste ici. C'est ça. Ainsi, vous et votre âme pouvez vraiment renouer cette connexion. Genre, oh, voilà, c'est ce que je cherchais, dit Laura. À son âme. Je l'ai maintenant. Ça renoue en quelque sorte une relation plus profonde avec cet appel intérieur de l'âme. Et la beauté de cette dernière affirmation que vous avez dite, c'est que de bien des manières, dans notre vie, nous prenons souvent le chemin de gauche alors que nous devrions prendre celui de droite. C'est une constante chez toute l'humanité. Cette affirmation générale le confirme. Et nous recevons ces petites tapes sur l'épaule. Puis ensuite, vous commencez à recevoir des tapes dans le dos et vous vous faites pousser. Et puis tout à coup, une voiture vous percute. C'est bien ça. Et vous vous dites, ah, peut-être je devrais écouter, parce que ça devient de plus en plus fort jusqu'à ce que finalement. Alors les archives akashiques, ça me semble être une manière bien plus agréable de le faire, plutôt qu'un mur qui s'effondre sur vous, que vous tombiez malade, que vous ayez le cœur brisé ou quelque chose du genre, pour vraiment faire faillite parce que vous n'êtes pas à l'écoute du chemin que vous êtes supposé emprunter. C'est exact. Et vous déviez. Alors si vous le pouvez, peut-être cet épisode est un appel pour tous ceux qui écoutent. Peut-être que je ne suis pas sur le chemin, je le suis. C'est encore une fois l'univers qui vous tape gentiment sur l'épaule. Mais je vous assure, si vous n'écoutez pas, cette gentillesse a tendance à disparaître. Ouais, non, Alex, c'est la vérité. Et crois-moi, j'ai fait des milliers et des milliers de lectures. Je veux dire, tellement que je ne peux même pas les compter toutes. Et il n'y a pas eu une seule fois, pas une seule lecture où c'était comme « Hey, Alex, tu es sur le mauvais chemin » ou « Alex, tu es en train de réussir ». Non, ils ne diront jamais ça. Chut, ils diront juste que ça devient lourd. Ça ne semble pas si génial. Je veux dire, tu peux faire ça, mais tu risques de devoir le répéter dans la prochaine vie. On te fait juste savoir, d'accord? Ce n'est pas une expérience punitive. Non, mais c'est vraiment sincère quand ils commencent à te parler avec cette perspective d'amour total et de compassion pour la manière dont tu dévies à gauche alors que tu aurais dû aller à droite. Et ils ne diront pas « tu aurais dû », ils diront juste que ce chemin pourrait causer une certaine détresse. Et on ne saisit pas les raisons de ton désir. Et il se pourrait que tes relations s'effritent, et cela ne présage rien de bon pour toi sur le plan financier. Léger, joyeux et enjoué, c'est ce qu'on vise. Et pourtant, je connais des gens qui ne le font toujours pas correctement. C'est fascinant parce que cela m'a vraiment fait comprendre la notion de libre arbitre. Tu possèdes ce libre arbitre, sauf si tu persistes à choisir à l'encontre de ce que ton âme désire vraiment. Ta vie, dans ce cas, devient de plus en plus difficile, de plus en plus pénible. Sois attentif si les murs s'effondrent autour de toi. Il y a une leçon, là, pour toi. Autant je déteste ce genre de psychologie positivement toxique, genre, il y a toujours une leçon à en tirer. Ta vie est objectivement difficile, c'est un fait. Et je ne veux vraiment pas minimiser la difficulté de cette situation, mais il y a une raison pour presque tout cela. Et il existe des moyens qui pourraient être utiles pour retrouver le chemin vers ce que tu souhaitais atteindre. Donc, il me semble qu'ils diront, voilà, par cette porte, tu t'amuseras, vivras de bons moments, et il t'arrivera des aventures incroyables, inimaginables. Ou bien tu peux opter pour la porte B. Et tu vas souffrir, ça va être très dur, et tu vas te heurter à des murs à gauche et à droite. Alors, ARB, les gars, c'est ARB. Et c'est précisément ainsi qu'ils le présentent. Au lieu de dire arrêtez de choisir la porte B, vous devez opter pour la A. Ils ne feront pas cela parce que cela supprimerait votre libre arbitre. Et il n'y a pas de jugement, car tu es libre de vivre autant de vie que tu le désires. Pour Alex, il est tout à fait possible qu'il en soit à sa 10e vie concernant ce sujet, s'il le souhaite. En vérité, cela n'a pas vraiment d'importance. De l'autre côté, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? C'est donc également captivant de le considérer sous cet angle. Et cela m'a amené à réfléchir. Attendez une seconde. Je ne souhaite pas que ma vie soit dépourvue de sens à cause de cette idée de nihilisme. Cela n'a aucune importance, peu importe. Je peux vivre 10 vies différentes. Alors, je suppose que je décroche. Je ne vais pas m'en soucier. Et donc, ce qu'on m'a expliqué était tellement beau, pour ma propre vie, par exemple. Mon âme voulait s'immerger profondément dans ces questions philosophiques. Et c'est une seule et même chose avec l'empreinte de mon âme de faire ce travail, n'est-ce pas? C'est véritablement comme un travail d'âme pour moi. Et donc, trouver une autre vie où je suis libre. J'ai fait des études. Il existe un monde où je peux parler librement sans risque. Je ne serai pas brûlée sur le bûcher. Exactement. Oui, pendue. Car tout cela m'est déjà arrivé, apparemment. C'est plus difficile à trouver. Alors ils sont comme, écoute, tu n'es pas forcé de le faire.
Mais quand il y a une plante qui est dans le bon sol, avec le bon ensoleillement et la bonne quantité d'eau, veux-tu vraiment l'arracher et passer à côté de cette opportunité? Ils étaient comme « ça nous semble un peu étrange, tu ne trouves pas? » Et c'est un peu de cette manière qu'ils s'expriment. Mais bien sûr, si tu le souhaites, tu peux, n'est-ce pas? Sauf que si tu le fais, ma vie devient de plus en plus lourde parce que je ne suis pas dans cette vocation profonde que je désire. Exact. Alors, cela m'a aidé à comprendre que ce n'est pas juste, sans signification, je suppose non plus. Eh bien, oui. Beaucoup de gens m'ont aussi posé cette question. C'est à propos de l'aspect dénué de sens de la vie. Enfin, si tu vis plusieurs vies, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Moi, je dis non, mais tu ramasses quelques trucs en chemin. Donc, disons que dans cette vie, je décide juste, je vais commencer à boire et à consommer plein de drogues. Et je vais devenir un séducteur. Je vais blesser beaucoup de gens. Je vais juste être motivé par l'argent et tout ce genre de choses, juste parce que j'en ai envie. Dans cette vie, je me dis, ça n'a pas d'importance. Autant être riche et voler, faire tout ce que je veux, tout le tralala. Eh bien, en poursuivant sur cette voie, tu accumules du karma avec lequel, tôt ou tard, tu devras composer. Donc, dans cette perspective, les décisions que tu prends ici ont des repercussions, elles ne sont pas des punitions. Répercussions? Et d'après ce que j'ai pu comprendre, en ayant discuté de ce sujet avec de nombreuses personnes, ce n'est pas juste gérer votre karma, mais si vous voulez progresser, c'est essentiel. Vous avez vraiment envie de le faire une fois de l'autre côté. Genre, mec, j'ai fait souffrir beaucoup de gens. Je dois purger tout ça de mon système parce que de l'autre côté, c'est tout un autre. C'est exact. Est-ce que ce que je suis en train de dire a du sens? Ouais, j'ai vraiment fait des lectures pour des personnes qui sont venus avec leur fameux sac poubelle. Je veux dire, ils m'ont littéralement montré des sacs très solides et ils ont tout apporté parce que certains choisissent de ne pas le faire. Ils décident de ne pas s'occuper de nombreuses choses et ainsi, ils vivent 4 ou 5 vies en se concentrant peut-être davantage sur les aspects amusants, sur les leçons tirées des moments de bonheur. Ils ont rencontré leur lot de difficultés. Et ces vies jamais sont éprouvantes. J'éprouve de la compassion pour ces personnes qui se demandent comment ils peuvent changer de direction à ce stade de leur vie. La gestion de tout cela est écrasante. Ils se sont engagés dans trop de choses. Merci, je suis satisfait. D'accord. Pourrais-je obtenir un avenant pour ce contrat? Je viens de me rendre compte que je le désire. Puis-je me retirer de celui-ci? Celui-là est difficile, et à ce moment-là, vous y allez. Cela est légèrement... Sachez que vous avez une âme. Vous établissez des contrats avec de nombreuses personnes. Et je veux dire, vous pouvez vous en sortir, mais c'est un peu compliqué à réaliser. Donc, des méthodes dans les annales akashiques permettent de rompre les contrats, c'est-à-dire vous avez la possibilité. Mais bon, il va tout de même falloir que vous vous en occupiez. Mais inévitablement, vous finirez par devoir vous en occuper, et il est probable que cela devienne plus difficile au fil du temps, dans certains cas. Donc c'est très varié, exactement. J'ai lu des témoignages de personnes dont les parents étaient extrêmement abusifs et ce n'était clairement pas le plan. Exactement. Le parent n'a pas fait son travail et a été tellement abusif que cette personne n'a pas pu accomplir ce qu'elle souhaitait dans cette vie. Et donc, de l'autre côté, il y a beaucoup de compassion pour ce genre de situation. C'est ainsi. Ne t'en fais pas. J'ai dû faire une lecture pour une jeune femme et c'était extrêmement inconfortable parce qu'ils ont projeté une image d'elle prenant une douche. Tu sais, avec la baignoire tout autour. Ils ont montré une douche de cette manière, et un siphon rempli de cheveux, et pas seulement quelques soons, mais une quantité considérable. C'était franchement répugnant à regarder. Puis, ils ont fait une métaphore disant que la mère de cette femme a taille comme ses cheveux encombrant ce siphon. À ce moment-là, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont vraiment me faire dire cela? C'était vraiment horrible, n'est-ce pas? Mais je suis le messager, donc je ne retiens rien. Alors je me dis, c'est quand tu entres dans la salle de bain pour prendre une douche et que tu découvres des cheveux dans le siphon, ce n'est pas de ta responsabilité de les enlever. Parfois, il faut juste poser le bouchon et commencer à te doucher. Même si l'eau monte, même si elle arrive à tes genoux, ce n'est tout simplement pas à toi de gérer ce nettoyage. Et il y avait cette métaphore, sais-tu, celle qui suggère que les problèmes de ta mère étaient tellement écrasants, tellement lourds à porter. Ce n'est pas de ton ressort de t'en occuper dans cette existence. Et elle était ainsi. Oui, tout à fait ça. N'est-ce pas? Je me sens affreux. Genre, ai-je comparé ta mère à des cheveux dans un siphon? Genre, oh mon Dieu. Mais ouais, exactement. Tu sais, ce qui est excitant, c'est qu'il n'y a jamais eu deux lectures parfaitement identiques. Oh, je peux l'imaginer, bien sûr, parce qu'il n'y a jamais deux âmes qui sont identiques. Ouais. Et les histoires sont tellement diverses. Donc, même si l'amour est un grand sujet, n'est-ce pas, tout le monde, je veux dire, au final, c'est tout. Sortir de la tête. Sortir de l'ego pour revenir à cet état d'amour, n'est-ce pas? Cet état interne d'amour divin, pas l'amour romantique, hein? Mais la connaissance de votre être intrinsèque est en quelque sorte le message universel. Mais les milliards de façons dont nous y parvenons tous et les différentes définitions de peut-être que quelqu'un doit travailler sur le pardon et 10 personnes doivent s'y atteler, la manière dont il l'aborde,
les leçons apprises et la façon dont cela se manifeste, c'est toujours différent. C'est donc vraiment intéressant. Cela m'a vraiment rendu humble en ce qui concerne le fait de donner des avis aux gens dans leur vie. Exactement. Je regarde les gens et je pense, je n'ai aucune idée de qui vous êtes, vraiment. Parce que vous n'êtes pas cet humain que je vois. Vous êtes cette âme multidimensionnelle. Même mon fils, qui a maintenant 17 ans, lorsque je le regarde, je pense en moi-même. Je ne sais pas réellement qui tu es. Oui, c'est exact, n'est-ce pas? Si, c'est absolument vrai. Marcher sur ce chemin n'est pas facile. D'après ce que je comprends, c'est l'école la plus difficile de l'univers, apparemment. Le simple fait d'être venu ici témoigne de notre résilience, de notre volonté de faire face à tout cela ici. Il semble que de nombreuses âmes n'apprécient pas d'être ici. Oui, c'est vrai. C'est compliqué d'exister dans ce plan d'être. Ouais, le manque d'amour et la quantité de rancune et représailles suite à une action. Exactement. Et il semble que nous ayons évolué jusqu'à ce point. Vous pouvez imaginer ce que c'était il y a 100 ans, 300 ans, 500 ans? Réfléchissez à l'époque du Moyen Âge ou même avant cela. C'est vraiment comme, ouais, cette conversation pourrait vraiment avoir un impact. Cette conversation n'aurait pas eu lieu il y a 20 ans, et encore moins il y a 30, n'est-ce pas? Absolument pas en public. On aurait été littéralement, ces gens sont fous. Oui, ils sont partis, ils se sont éclipsés. Ils sont dingues. Je pense, vous serez d'accord, et je pense qu'on l'a mentionné quelques fois dans cette conversation. Cela semble fou, c'est ce que je veux dire. Cela ne semble pas être normal, entre guillemets. Cependant, lorsque vous l'écoutez sur un plan spirituel, au niveau de l'âme, cela a du sens, en effet. Mais si l'on adopte un point de vue matérialiste dans un monde régi par le matérialisme, cela paraît totalement insensé. On pourrait vraiment penser que ces gens sont fous. C'est bien normal. Je vous ai déjà mentionné cela plus tôt. Si cela vous semble logique, cela vous parle-t-il? Si oui, enquêtez. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber et passez à autre chose. J'étais, comme je l'ai dit, un tel sceptique. Et je menais ces expériences comme plusieurs centaines. Ainsi, aux 300 premières personnes que j'ai eu l'occasion de former, j'ai posé exactement la même question. Je ne vous connais pas. Vous allez figurer dans mes dossiers pour que je vous forme. Et je posais la même question, qu'est-ce que mon partenaire et moi sommes en train de guérir en ce moment? J'obtenais toujours la même sacrée réponse, mec. Genre, 300 parfaits inconnus, ils avaient une métaphore différente. Ils utilisaient des mots un peu différents, mais en gros, ils avaient la même leçon pour moi, ou plutôt le même sentiment fondamental envers par la suite, tu comprends? Je dis toujours aux gens que c'est une expérience à vivre. Essayez-le. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Je sais, cela peut sembler fou, et ceux qui apprennent à le faire, ils me disent souvent, Laura, ça m'angoisse de penser que cela puisse ne pas fonctionner. Et moi, je vous réponds, bien sûr que oui. Vous êtes là, assis tranquillement, faisant semblant qu'une énergie mystérieuse pénètre dans votre tête, tout en imaginant quelque chose qui vous traverse, qui défie tout ce que nous savons être vrai, n'est-ce pas? Ce genre de choses n'est pas enseigné dans notre système éducatif. Je ne pensais certainement pas que cela était possible, je ne croyais pas en être capable. Mais pourtant, Alex, des milliers de personnes m'appellent des 4 coins de la planète, des gens à qui je n'ai jamais parlé, et je peux leur révéler des détails intimes sur leur enfant jusqu'au la nature de leur âme, genre « Oh, celui-ci est un charmeur. Oh, celui-ci est plein d'énergie. Et comment sais-tu qu'ils sont présents, hein? Voici mon appartement moderne et épuré situé au bord du lac. » Le deuxième, lors d'une lecture des annales akashiques, je suis allée à New York et nous avons arpenté les rues de Soho et nous avons acheté un bol tibétain. Genre, je commençais tout juste à m'intéresser à tout ça, alors je me suis dit « Pourquoi pas essayer ?» Et donc, on était là comme des idiots, par terre dans la chambre d'hôtel, un peu de champagne, à essayer de jouer de ce bol. Enfin bref. Le lendemain matin, nous avons fait une lecture par téléphone à New York. Et la femme a dit « Je vois des bols tibétains et de la thérapie par le son. » J'étais là genre « Venez, je veux dire, il se peut que certaines choses puissent paraître génériques, mais les détails qui revenaient constamment étaient d'une précision tellement incroyable, et cela n'est pas anodin, c'est impossible à déterminer avec notre niveau actuel de compréhension scientifique. Alors, revenons à l'exemple des téléphones portables. Imaginez en laisser apparaître il y a 50 ans, les gens auraient affirmé que vous étiez fou. Exactement, tout à fait cela. Je veux dire, les voitures et Internet, et puis expliquer Internet. Expliquer Internet à quelqu'un en 1980, C'est exact. expliquer Internet, c'est un concept qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais la physique quantique parle maintenant de choses que la science aurait dit, vous êtes quoi? Nous sommes de l'énergie. Il n'y a en fait aucune matière solide. Et l'énergie, c'est comme si nous étions vides entre les électrons. Il existe du vide, n'est-ce pas? Quoi?
Ainsi, il se pourrait qu'il y ait du vide entre les planètes, et c'est ce vide qui aurait la capacité de se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et quoi? Ce sont des idées qui pourraient faire littéralement exploser la tête des gens. Rien que de les évoquer, cela me donne mal à la tête, parce que ce sont des notions extrêmement complexes à comprendre. Mais ce sont des phénomènes qui se produisent réellement. Alex, voilà le truc, d'accord? Et mon père, c'est un médecin athée invétéré, tu vois? Et on a ces débats. Il y a 20 ans, la méditation semblait être du charabia et paraissait bizarre, tu vois? Aujourd'hui, elle est plus pratiquée, mais certains la trouvent encore bizarre. Cependant, considérez ceci. Nous nous couchons tous, nous nous étendons pendant environ 8 heures et entrons dans un état insolite. Cela paraît normal simplement parce que c'est habituel et qu'on en parle souvent. Rêver et dormir, c'est ce qu'il y a de plus étrange. Je suis au lit pendant 8 heures. Je ne réalise pas vraiment que je suis allongée là. Je quitte mon esprit conscient. Tout un univers s'ouvre. Je m'en souviens à peine. Et on trouve la méditation bizarre. Je suis simplement assis là, pendant 20 minutes, sur un coussin, parfaitement conscient dans mon salon. Pourquoi cela serait-il étrange? Rêver est 10 fois plus étrange que cela. Alors, je réfléchis à toutes ces choses. Je veux dire, nous flottons littéralement sur une boule bleue dans le néant, tournant à des milliers de kilomètres à l'heure, sans rien pour nous retenir. Je parle bien sûr de la planète Terre et du fait incroyable que nous soyons suspendus au milieu de l'univers, n'est-ce pas? Genre la galaxie et il n'y a rien qui nous retient. Pourquoi ça n'est pas une idée effrayante? Voilà, donc je ne sais pas. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on considère comme acquises, alors que... Pas étrange. Mais je trouve que c'est en fait très étrange de dormir et de rêver, n'est-ce pas? Il est incroyablement étrange de se trouver à dormir et à rêver. J'ai reçu de nombreux experts en rêve, des docteurs en philosophie qui étudient vraiment les rêves. Comment les métaphores, j'imagine que c'est très semblable aux archives akashiques dans le sens où elles s'expriment en métaphores. Vos rêves parlent en métaphores, il ne s'agit jamais... Le canard en feu, c'est une idée que je viens de créer. On ne parle pas réellement d'un canard en flamme, mais de la nature de votre relation avec votre mère. C'est ce que ça devrait dire. Mais vous, vous êtes là genre quoi? Vous ne pouvez pas dire ça? Parle à ta mère. Pourquoi dois-tu cramer un canard juste devant moi? C'est vraiment horrible. Et ce rocher, pourquoi se trouve-t-il ici? Comment se fait-il que Dwayne, John veuille débarquer sans aucune raison? Ce sont des événements qui se produisent dans nos rêves, n'est-ce pas? Écoute, si tu demandes à tous, voulez-vous être plus épanoui? Ils diront oui. Voulez-vous vous sentir plus heureux? Voulez-vous ressentir une connexion avec vous-même, les personnes de votre vie, votre travail? Je pense que tout le monde dirait oui. Je préférerais cela plutôt que déconnecté, malheureux, dans un espace de l'isolement. Par conséquent, si cette modalité ou ces modalités qui semblent étranges sont plus efficaces pour nous amener à une connaissance plus profonde de nous-mêmes que notre cerveau, parce que voilà le truc, on fait tout ça de la même manière. On réfléchit pour avancer dans la vie, on travaille dur pour saisir quelque chose à l'extérieur de nous et l'intégrer pour nous dire que tout va bien, qu'on est en sécurité, qu'on ait maîtrisé notre vie d'une certaine manière. Et ça ne fonctionne tout simplement pas correctement. Et je pense que tant de gens ont ce sentiment profond qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a une manière selon laquelle cette façon prescriptive de vivre leur vie, cette trajectoire de succès, si je fais plus, si j'accomplis plus, si j'arrive quelque part, finalement, je vais ressentir. Et quel est ce sentiment? Je veux me sentir connecté, épanoui, libre, vivant, plus aimant, plus ouvert, plus expansif. Ça ne fonctionne tout simplement pas de la manière dont on nous l'a expliqué, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on peut se moquer. Ces idées paraissent folles, ce que je comprends parfaitement. Elles me semblaient folles également, mais en réalité, elles fonctionnent. Je veux dire, en tant que personne qui a expérimenté les deux voies. Le succès attire le succès. Il vous apporte des choses. Et les choses, c'est merveilleux si vous en voulez plus. Mais si vous voulez vous sentir mieux, si vous aspirez véritablement à poser votre tête sur l'oreiller en fin de journée et à penser « Oh mon Dieu, quelle journée exceptionnelle! J'étais en totale harmonie avec moi-même, alignée avec mes valeurs profondes et libre d'exprimer les facettes les plus authentiques de mon être au monde. » Ces choses vous y amènent. Ça ne vient pas avec le succès, les trajectoires et de nature matérialiste. Gains, exactement. Eh bien, puis-je vous demander, d'après votre expérience, autant de lectures que vous avez faites, beaucoup d'entre nous sont perdus quant au sens de notre mission, ici
pourquoi nous sommes ici et n'ayant pas ce sentiment ou cette connaissance de ce que nous sommes censés faire, parce que nous avons tous ce contrat d'âme. Nous sommes venus ici pour accomplir une tâche précise, et cela n'a pas besoin d'être une tâche grandiose. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'élever vos enfants. C'est votre travail, c'est ce que vous vouliez vivre dans cette vie. Ou cela pourrait être trouver un remède pour une maladie, ou accomplir le travail que nous effectuons, ou quelque chose d'analogue. Avez-vous des suggestions pour aider les individus à vaincre cette peur? Tout d'abord, pour surmonter la peur, si elles ont une idée ou une intuition concernant la direction à prendre, il est essentiel d'oser faire le saut. Puis, comment dénicher cette intuition? Comment découvrir la raison de notre présence ici? Ouais, je pense que 8 personnes sur 10 qui font une consultation avec moi me demandent, suis-je sur la bonne voie? Est-ce que je fais le bon travail dans ma mission? Exact. Et quelle est ma mission? Pourquoi suis-je ici? Et donc, c'est la question la plus courante. Alors, on examine leur plan d'âme, ce à quoi ils se sont engagés à faire, où ils en sont dans ce processus, et peut-être ce qui fait obstacle. Pour triompher de la peur, c'est une lutte qui semble sans fin, Alex. Il existe des milliers et des milliers de variantes et d'histoires différentes. Comme je l'ai précisé, certaines personnes font face à des traumatismes d'enfance, tandis que d'autres s'attaquent à des fardeaux de vies antérieures qu'ils pensent porter. Des individus sont confrontés à une multitude de défis. Elles travaillent sur quelque chose de spécifique, comme entrer dans la vibration de l'amour. Mais je peux affirmer cela sans aucun doute pour tout le monde. Sans aucun doute, le cerveau et cette façon de penser en termes de bien et de mal, c'est ce dont j'entends le plus parler. C'est comme si on devait sortir du cerveau, sortir de ce paradigme du bien et du mal, comme si je devais vivre ma vie en suivant des étapes pour bien faire les choses. Et si je le fais, alors le monde sera d'une certaine manière. Plongez dans votre cœur, quoi que cela signifie pour vous, que ce soit la méditation, les promenades, la plongée sous-marine, ou peu importe ce qui vous apporte de la joie, un sentiment de satisfaction intérieure et de bonheur. Faites-le aussi souvent que possible, car c'est là que réside la richesse. La connaissance du but en découle. Ce n'est pas dans votre tête, n'est-ce pas? Alors, la peur. La peur engendre la peur, n'est-ce pas? Plus vous êtes absorbé par vos propres pensées, plus le niveau de stress augmente et avec lui surgissent les voix de l'imposteur et tout un cortège d'incertitudes. C'est exactement de cela qu'il s'agit, en effet. C'est mon conseil. J'enseigne les annales à grande échelle pour que les gens puissent y accéder. Ce n'est pas pour devenir praticien, c'est pour montrer aux gens que nous sommes tous des mystiques, comme je l'ai mentionné. Et aussi, c'est comme cette énergie guérit. Donc, si vous entrez en méditation, ils ont fait des études, ça change vos états cérébraux. Si vous plongez dans les annales akashiques, vous n'avez rien d'autre à faire qu'écouter de la musique. Je vous assure, ce sera comme la musique la plus cool que vous ayez jamais écoutée, n'est-ce pas? Tout. Vous vous ancrez dans votre corps et vous recevez cette énergie simplement en ouvrant les annales. Donc, je conseille toujours aux gens, si vous avez des difficultés, sur votre route, si vous ressentez stress, peur, perdition ou doute sur la prochaine étape, tentez ceci, je veux dire, ouvrez-les et asseyez-vous dedans. Je fais ce cours avec quelques centaines de personnes, on le suit ensemble, et puis je dis simplement, allez dans le chat, dites-moi ce que vous ressentez. Et là, ils sont genre, oh mon Dieu, des picotements, de l'extase, j'ai vu du bleu et tout et tout. Ils écrivent ces choses, et moi, je suis tellement enthousiaste parce que ça les a éveillés à une autre manière de se connecter à leur propre énergie. Et vous avez abordé un sujet qui, je pense, mène à ma prochaine question. Vous avez parlé de quelque chose et vous avez écrit un livre sur l'obésité émotionnelle, ce terme que j'adore. Je trouve que c'est un terme fantastique. Super. Utilisez votre marque de fabrique. C'est fantastique. Pouvez-vous expliquer aux gens ce qu'est l'obésité émotionnelle? Oui, exactement. J'ai mentionné que j'étais entrepreneur et j'avais consacré tellement de temps à être productif, n'est-ce pas? En justifiant certains de mes choix, j'étais profondément plongée dans mes pensées et je me suis clairement dit que, d'accord, cette période touchait à sa fin et je souhaitais passer à autre chose. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais réellement. Ce que tu désires vraiment, ce n'est pas ce que tu es censé faire, n'est-ce pas? Ni chercher l'approbation, ni ce qui te mènerait au succès. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, j'étais littéralement à genoux. C'est vraiment horrible, n'est-ce pas? Et je ne peux même pas mettre la faute sur l'argent. C'est une excuse courante. Tout le monde dit, eh bien, si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais facilement répondre à cette question sans aucun souci. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, quand j'ai quitté mon entreprise, j'ai dû lutter pour décider de la suite. Je cherchais à faire quelque chose d'authentique, ce qui semblait être une malédiction. C'était ma perception de la situation.
J'ai pris conscience que les pensées qui foisonnent dans ma tête, toutes ces choses qui se déroulent dans les méandres de mon esprit, si je tentais de discerner ma voix authentique du bruit de toutes les conversations fictives qui s'y déroulent chaque jour, je ne saurais pas faire la différence. Je ne saurais pas la faire. Je n'aurais pas été capable de la trouver. Alors, j'ai eu cette idée de l'obésité émotionnelle, tu vois. On se réveille chaque matin, on se brosse les dents, on se coiffe. On n'imaginerait pas sortir de chez soi sans prendre une douche, sans manger quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être qu'on fait 15 choses, peut-être seulement 3. Mais ensuite, toute la journée, on s'occupe de notre corps, tu vois. Et même si tu n'es pas intéressé par la santé physique, genre, tu en es conscient, il y a des trucs partout. Nous prenons des rendez-vous chez le médecin, nous fréquentons les salles de sport, mais qui prend vraiment soin de sa santé émotionnelle? Dès le réveil, on est submergé par une liste interminable de choses à faire. Le stress nous envahit dès que nos yeux s'ouvrent et on passe nos journées en mode pilote automatique, sans véritable conscience de notre monde intérieur. C'est ainsi que j'ai conceptualisé l'idée de l'obésité émotionnelle, cette accumulation de poids émotionnels que nous portons tous sans y prêter attention. Nous sommes souvent chargés de pensées qui nous alourdissent, n'est-ce pas? Et on s'exprime de cette manière. On dit « Oh, ma vie est tellement lourde, n'est-ce pas? C'est vendredi, enfin. » Ah, oui. Et les personnes qui aiment ce qu'elles font se sentent vivantes et pleinement éveillées, n'est-ce pas? Si tu passes ton week-end à faire quelque chose qui te passionne, tu te sens debout, libre, alerte et vivant, plutôt que d'être accablé par le poids. Donc, effectivement, oui, les différentes couches qui t'empêchent de révéler ton véritable soi. Et ça, c'était en quelque sorte le tout premier livre. J'ai consacré, disons, 5 ou 6 ans à assister les gens. En me posant cette question, quel est mon désir profond? Quels sont les obstacles que je rencontre? Quelles sont les pensées qui pèsent sur moi et m'empêchent d'exprimer ma voix authentique? Donc, en gros, nous sommes comme des acides gras transémotionnels, de la malbouffe émotionnelle, du diabète émotionnel. C'est en fait ce dont tu parles. Tu as juste consommé beaucoup de la malbouffe émotionnelle et tu t'alourdis. C'est tellement vrai. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un but et qui est heureux de ce qu'il fait dans la vie, ils sont justes. Tu peux sentir la différence d'énergie. Mais ensuite, quand tu rencontres des gens qui sont juste genre « Oh mon Dieu », c'est très lourd. L'énergie, c'est totalement différent. Maintenant, tu peux voir des gens qui paraissent physiquement obèses, mais c'est aussi émotionnellement qu'ils portent un poids, comme le poids du monde. En contraste, quelqu'un qui vit sa mission est léger, agile, il bouge avec aisance, il rayonne une énergie supérieure, une vibration plus élevée. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je suis sûr que, comme toi, nous avons tous été émotionnellement obèses à un moment. Certains auditeurs le sont peut-être encore. J'espère que notre conversation les encouragera à chercher un gym émotionnel, à consulter un nutritionniste émotionnel pour alléger leur fardeau émotionnel, qui les aidera à retrouver le chemin qu'ils sont censés suivre. Cependant, en évoluant, j'ai observé que tu attires ces individus dans ton existence. Les gens qui sont, entre guillemets, sur la même fréquence vibratoire que toi sont attirés dans ta vie. Moi, je n'ai personne. C'est comme ça. Oh, ma vie, c'est vraiment horrible. Durant mon enfance et ma jeunesse, j'étais constamment entouré de ces individus, mais aujourd'hui, mes échanges et interactions se font plutôt avec des personnes d'un niveau bien plus élevé. L'émission a joué un rôle considérable dans cette évolution, évidemment, car elle m'a ouvert des portes pour discuter avec des gens comme vous. Mais je l'ai remarqué. Vous avez remarqué cela aussi dans votre vie? Oh mon Dieu, sans l'ombre d'un doute. Je veux dire, à quel moment exactement? Je croyais vraiment avoir trouvé la clé. Je ne vais pas mentir. Bien sûr que tu as trouvé. T'as saisi l'essence, mec. En me plongeant dans l'étude de l'authenticité, je pensais être assez authentique. Maintenant, je me sens vraiment bien. Pas si mal que ça. Je ne sais pas vraiment. Je ne voulais pas le dire à haute voix, mais je veux dire, je pense que j'ai pigé le truc de la vie. Genre, c'est bon, tu vois. Et je veux dire, je ne voulais pas le dire à haute voix, mais dans ma tête, je me disais, je pense que je vais juste glisser tranquillement jusqu'à la fin de ma vie. Leçon apprise. Je me sens bien, mon ex. Elle était atteinte d'un cancer et c'était vraiment très grave. Et merci, mais c'était un stade 4. Et dans ma tête, que je me disais, je vais bien, je ne panique pas. Je me répétais, je gère la situation. Je gère la situation. Finalement, nous nous sommes séparés, ce que je désirais. Je suis entrée dans le monde des rencontres et j'ai fait une découverte. Connaissez-vous le concept des flammes jumelles? Non. Alors, je ne connaissais pas non plus, mais mon authentique, mon moi suprême était genre, je suis prêt à y aller. Je vais sortir et rencontrer quelqu'un, et j'ai rencontré cette personne. Une flamme jumelle, c'est
Platon en parle dans le banquet, l'autre moitié de ton âme. L'idée est donc que, précisément au moment où ton âme est créée, elle se divise en deux, et il n'y a qu'une seule autre moitié, n'est-ce pas? Ainsi, tu as de nombreuses âmes sœurs. Les gens parlent tout le temps des âmes sœurs, mais les âmes sœurs sont des personnes avec qui tu traverses de très nombreuses vies. Ce sont comme tes meilleurs amis de l'âme, tu vois? Tu as donc, genre, un groupe de ceux-là. Groupe d'âmes. Oui, c'est cela, le groupe d'âmes, le groupe d'âmes. Et ils échangent, ils se passent le relais. Parfois, ils incarnent ta mère, parfois ton père. D'autres fois, un bon ami, amoureux, etc. C'est exact, mais une flamme jumelle. Vous ne le souhaiteriez même pas à votre pire cauchemar. Ils arrivent dans une vie lorsqu'on est en pleine ascension et l'idée, c'est que c'est vous. C'est votre autre moitié énergétique, n'est-ce pas? Et donc, il y a cette capacité troublante. Savez-vous, quand vous dites quelque chose à un ami et que vous vous dites « Oups, ça l'a vraiment contrarié. Je ne voulais même pas déclencher quelque chose, mais j'ai manifestement déclenché quelque chose. » On s'est déclenché mutuellement. Genre « Hey, comment s'est passée ta journée? Pourquoi tu dis ça? » Ouais. Peux-tu me passer le café? C'est bien toi de demander ça, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Alors, tu peux aller sur Internet et faire des recherches, mais tu trouveras des milliers d'articles sur ce concept de flamme jumelle parce que vous vous séparez sans cesse. C'est parce que c'est comme la lumière qu'il projette sur vos blessures non guéries est brutale. Et puis vous vous rejetez la faute. Oh, c'est parce que tu es un connard. Et c'est comme non, ce n'est pas ça. Oh mon Dieu, tu viens juste de trouver une autre poche de blessures non guéries. Je n'arrive tout simplement pas à croire que j'ai atteint l'âge de 51 ans. Mais j'avais 46 ans. Je me disais, je suis en forme. Et là, genre, mon Dieu, je ne le suis pas. C'est incroyable. Alors, je me suis retrouvée à sortir, c'est à faire c'est toute une autre exploration. C'était de l'authenticité, puis c'était comme de l'amour et de l'amour-propre, tu vois. Ça m'a vraiment dérangée. Bon, les gens parlaient de ces trucs et ça me semblait mielleux et agaçant. Et c'est comme, je dois juste dire, genre, 5 trucs positifs chaque jour pour me sentir mieux. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça pourtant? Ça a l'air horrible, n'est-ce pas? Je n'arrivais tout simplement pas à m'y mettre. Et donc, c'était mon voyage dans l'amour. L'amour vibrationnel, cette notion d'énergie, de connexion d'amour, à travers cette sorte de débâcle, cet éveil, et cela s'est exprimé par chagrin, après chagrin, après chagrin. Nous nous séparions sans arrêt, et, je veux dire, nous nous aimions profondément. Je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait autant importé, et réciproquement, mais nous n'arrivions tout simplement pas à maintenir la relation, donc c'était douloureux. Et puis tu romps, mais ensuite il y a ces guérisons, et pour répondre à ta question, cela ne faisait qu'intensifier mon expérience personnelle, tu vois. Au fur et à mesure que je guérissais ces blessures, que je me regardais, que je m'ouvrais davantage à cette idée que peut-être suis-je vraiment cette énergie, tu sais, peut-être que je suis. Non pas cette expérience corporelle, mais plutôt cette sensibilité, cet ego qui observe. De nouvelles personnes sont apparues dans ma vie. Tous ces nouveaux amis ont commencé à surgir dans ma vie et une certaine fluidité s'est manifestée, n'est-ce pas? Soudainement, le téléphone se mettait à sonner et c'était comme si c'était précisément le bon moment où j'avais besoin de cette personne et cette personne apparaissait juste au moment où une autre s'évanouissait, puis la suivante faisait son entrée. Et c'est vraiment extraordinaire. Je sais, les gens évoquent souvent le cours des miracles et toutes ces merveilles, mais c'est absolument réel. Je veux dire, cela se produit véritablement dans la vie de tous les jours. Si je peux citer une célèbre chanson des années 2000, Veuve Noire, on dirait bien que une des paroles de cette chanson est « Je vais tellement t'aimer que je vais finir par te détester ». On dirait vraiment que c'est ça, la flamme jumelle, quelque chose du genre. Si je peux paraphraser l'illustre auteur de cette chanson, j'ignore son identité. Oh mon Dieu, oui. Vous prévoyez de vous rencontrer sur plusieurs vies pour accomplir ce travail colossal, et parfois cela se termine en relation. Fonctionne si chaque partie fait tout le travail, parfois si ça ne marche simplement pas. Et ça n'a pas besoin d'être romantique non plus. Ça pourrait être des amis. Ça pourrait être... on ne peut pas vraiment rester ami avec sa flamme jumelle à moins que la guérison soit présente. On ne peut pas. Eh bien, je vous dis que non, il n'est pas possible de rester ami. Voyez-vous, il y avait quelqu'un dans mon passé, un ami, je pense, qui représentait cela pour moi, car au commencement, tout semblait agréable, tout semblait bien. Les choses commencent toujours de manière positive. Ce n'est jamais instantané, car si c'était le cas, vous n'auriez aucune raison de les fréquenter. Puis, peu à peu, ils s'infiltrent dans votre vie. Et pour moi, il est arrivé un moment où tout a basculé. Et par la suite, nous nous comportions comme chiens et chats pendant un an, sans arrêt, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Et elle a essayé de faire l'intermédiaire parce que j'étais vraiment ami avec eux depuis quelques années. Et ils étaient là quand j'étais dans une période très sombre. Ils m'ont aidé à ce moment-là, mais ensuite, à un certain moment, ça a basculé. Et sur le coup, je ne comprenais pas.
Et maintenant, en vous en parlant, ça commence à avoir du sens parce qu'on était vraiment des phares l'un pour l'autre d'une manière qui nous poussait à nous affronter. Non, il n'y avait aucune raison à cela. Vraiment, il n'y en avait pas. Et comme des petites choses par-ci par-là, juste comme ça. Et finalement, toute la relation a simplement explosé. Mais j'espère que le fait d'avoir été dans cette relation, ça m'a été bénéfique. J'espère que cela a été bénéfique pour lui aussi. Mais c'était un ami, vraiment un ami. Ce n'était pas une relation amoureuse. Alors effectivement, j'en ai eu quelques-unes. Oui, c'est véritablement comme marcher sur le fil du rasoir, cette frontière ténue entre des relations toxiques. Les gens ont tendance à confondre les flammes jumelles avec ces relations profondément toxiques, où tout est réellement malsain et abusif. Et il faut admettre que parfois, et cela sans nécessairement plonger dans les détails de vos expériences personnelles, ces relations peuvent effectivement se révéler être toxiques. Vous êtes ici parce que vous souhaitez vraiment guérir et collaborer sur de multiples sujets. L'énergie des flammes jumelles se manifeste souvent par un coup de foudre intense. En effet, c'est une qualité répandue. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Si ça m'a été comme « Oh » quand on s'est vu pour la première fois en tant qu'amis. Nous nous sommes entendus comme les carottes et les petits pois. C'était comme si on disait « Mec, t'étais passé où ?» Et c'est resté ainsi pendant quelques années. Et ensuite, quelque chose a fait tilt, un simple déclic. Puis, en travaillant ensemble, ça a de nouveau fait tilt. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit qui ressemble à cette situation. Mais si ça ressemble à un canard, si ça marche comme un canard, alors je pense que ça doit probablement être ce canard dans ma vie. Au moins, je devrais prendre une mesure et on approfondira. Rencontrer sa flamme jumelle n'arrive pas dans chaque vie, mais plutôt une fois sur de multiples existences, ce qui est assez rare. Pour ceux qui s'interrogent, c'est donc un événement peu commun. Beaucoup aspirent à trouver cette connexion unique, se disant avec ferveur « Je veux trouver ma flamme jumelle ». Le voulez-vous vraiment? C'est comme « Tu le veux vraiment ?» Je ne sais pas. Mes amis sont genre « Je suis tellement content que ce soit toi et pas moi. Je suis reconnaissant pour cette salle de classe, un lieu d'apprentissage, d'évolution et de guérison. Elle a été ma leçon et m'a vraiment aidée. » Trouver cette relation plus profonde avec moi-même et la spiritualité et l'amour et un lien avec quelque chose de plus grand que moi. Donc, ça en valait la peine. Mais c'était un peu brutal. Parfois, c'est comme ça dans la vie, cela peut être un peu brutal. J'ai brisé mon ego quand je me disais pas je gère, que c'était le cas. C'est exactement ça. C'est le moment précis où tu te dis, tu sais quoi, je pense que j'ai tout sous contrôle. Et c'est là, à ce moment-là, que le marteau pilon arrive, bam, en plein dans ta maison. Je ne dirai plus jamais ça, c'est certain. J'ai entendu Rob Bell juste après. Tout semblait clair, il discutait avec Oprah, expliquant que l'univers vient à ta rencontre, où que tu sois. Et moi, j'étais là, pensant que finalement, ça n'a pas d'importance. Et puis, environ 1 an plus tard, je me suis dit, mince, c'est vrai. Nous revoilà repartis. Ouais, et en cherchant la spiritualité, tu le deviens. Tu sais, je me considère peut-être le plus spirituel, comme si l'ego ressurgissait, tu vois. Je pense avoir compris. Ça arrive dès que tu dis ça. L'énergie est en déséquilibre partout dans le monde. Il est crucial de demeurer humble en tout temps, de reconnaître que tu ne sais rien et que tu continues à apprendre tout au long de ton parcours. Et sois simplement reconnaissant pour les leçons que tu apprends et continue d'avancer, mais avec beaucoup d'humilité. Le moment précis où tu entends. Je gère ça, j'ai tout compris, je maîtrise la situation. Tout ça, c'est de l'ego. Et c'est à ce moment-là que la chute arrivera et elle sera brutale. C'est le moins qu'on dise. Ouais, je veux dire, l'opinion que un élève de CE2 est à sa place. Et il ne faut pas dire le contraire si vous rencontrez un tel élève alors que vous êtes à l'université ou en études supérieures. Oh, je me sens tellement supérieure à eux. C'est ridicule, n'est-ce pas? Chacun est à l'étape où il se trouve dans son parcours spirituel. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Mais pour une raison quelconque, il y a cette qualité spirituellement égocentrique. Et vous êtes... Platon en parle, tu sais? La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, n'est-ce pas? Et c'est ça, la sagesse. Et je crois vraiment que c'est vrai. Ce n'est pas que j'ignore être en communication téléphonique avec toi, d'accord? Je sais que je suis assise ici, je le sais. Je suis dans un lieu. Je sais que j'ai cette bouteille d'eau. Mais ce que je pense qui se passe n'est pas en train de se passer, n'est-ce pas? Le sens que j'attribue à tout cela n'est pas tout à fait juste. Et quand tu commences à penser que tu connais réellement le sens de toute cette histoire, c'est une question de l'ego. Vous pouvez tourner votre regard vers l'Est ou vers l'Ouest. Je veux dire, je ne fais que citer Platon, mais c'est de cette manière que vous commencez à réaliser que
J'insère un besoin de contrôle pour me sentir comme si j'avais une manière de ne pas sombrer dans l'inconnu, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui fait si peur dans le lâcher-prise. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment le seul chemin vers la spiritualité ou l'illumination, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Et de lâcher prise tout en espérant qu'il y a quelqu'un là pour placer un bloc devant vous alors que vous marchez vers le précipice. Quelqu'un est là pour vous soutenir et c'est la partie la plus effrayante, mais c'est le chemin que tous les maîtres ascensionnés empruntent, c'est ce que tous les êtres spirituels devront finalement faire. C'est le lâcher prise, c'est abandonner le contrôle. C'est l'abandon, c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Et l'ego, ça, il déteste, mec. Oh, comme il déteste ça. Je continue de lâcher prise encore et encore, de me rendre, et c'est comme qui? L'ego, il ne veut juste pas de ça. Et il se cache, n'est-ce pas? L'ego, il va se cacher. Il va se cacher en mode, d'accord, je te laisse faire ce petit truc pendant quelques années, et puis tout à coup, je pense que j'ai compris ce truc de la vie après tout le travail que tu as fait, et c'est comme si c'était mon moment de revenir en force. Alors, je ne sais pas si tu as jeté un œil à Deshanti, mais j'adore vraiment son travail. Et il parle de... Il s'agit d'être pleinement présent, n'est-ce pas? Je suis incarné, je suis ici avec un ego, je ne cherche pas à le transcender. Et cette idée de contournement spirituel, qui prétend qu'on ne devrait pas expérimenter pleinement la vie, ce n'est pas mon objectif. Lorsque j'ai compris cela, cela m'a énormément aidé. C'est comme si je me disais, ah, j'ai un ego, et parfois cet ego peut être un vrai casse-pied. Et oui, par moments, je suis agacée, contrariée, triste, ou je ressens toute autre émotion humaine. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Simplement, le temps que je consacre à cette activité et l'importance que je lui accorde tendent à devenir progressivement moindres. D'accord, 110. Oui, c'est préférable plutôt que de le laisser mijoter pendant des années. Maintenant, ça pourrait disparaître en 5 ou 10 minutes, n'est-ce pas? C'est une grande différence. J'ai mariné pendant des années et je suis maintenant arrivé à un endroit où, espérons-le, ça dure 5 ou 10 minutes. Mais tu es là, tu es humain, tu as un ego, c'est l'expérience pour laquelle tu t'es inscrit. Ne te flagelle pas. Tu ne seras jamais parfait. Personne ne l'est vraiment. Non, et nous ne sommes pas censés être dans un état de plaisir permanent. C'est encore l'ego qui parle. La douleur et le plaisir sont inévitables. On ne peut pas éviter les choses douloureuses. C'est juste notre relation à ces choses, n'est-ce pas? Le plaisir est éphémère, tout comme la douleur. Alors, tu te permets de vivre toutes les expériences, n'est-ce pas? L'évitement spirituel existe vraiment. C'est comme si on était supposé être en permanence dans un état d'euphorie, dans notre grande quête, un lieu pour méditer, et on se dit non, ce n'est pas juste ça. Tu souhaites vivre pleinement et y contribuer, c'est cela. Être dans des situations qui semblent douloureuses. C'est juste l'interprétation que tu leur donnes. Ce n'est pas juste. Alors, quand tu peux lâcher prise en sachant que cela ne signifie pas forcément cela, et juste être présent face à cela et le laisser partir, ça devient beaucoup plus facile. Mais ça a été un grand défi pour moi. Alex, de nombreuses personnes spirituelles parlent de rester dans cet état de béatitude, de bien-être, et il est extrêmement toxique de penser que c'est le but ultime. Pas ici. Quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes constamment dans un état de béatitude. C'est exact. Vous êtes amoureux, vous touchez à la source. C'est là où vous en êtes. Nous sommes ici, vêtus de notre habit de chair, et nous ne sommes pas faits pour vivre en béatitude constante. Vous n'êtes pas censé être dans une grotte pendant 20 heures par jour, pendant 40 ans. Ce n'est généralement pas le chemin que vous devez emprunter. Vous devez sortir, interagir. Vous êtes ici pour apprendre des leçons, etc. Donc, ce n'est pas ça, l'illumination. L'illumination, ce n'est pas cela. C'est différent. Je vais maintenant vous poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie? Pour moi, cela me donne l'opportunité de me réveiller tous les jours et exprimer ce qui cherche à s'exprimer à travers moi. Exactement. Alors je crois en l'énergie, la force vitale, l'âme, ou peu importe comment tu veux l'appeler, qui émane de moi et me traverse chaque jour. Elle cherche juste à s'exprimer vers l'extérieur, et moi je veux juste permettre que cela soit vrai le plus souvent possible, la plupart du temps. Comment définissez-vous Dieu? Oui, c'est l'énergie qui est en toute chose, en tout lieu, qui est infinie, intemporelle, insondable et la seule vérité qui nous reste. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Pour moi, c'est une question facile vu ce que je fais, mais je pense qu'il s'agit de
se connecter à la vérité à chaque instant et de vous permettre d'être en parfaite synchronie et d'agir en conséquence. Ainsi, je vis la vérité de l'énergie qui me traverse et j'agis à partir de cet endroit. Et lorsque vous faites cela, parfois, cela se traduira par un objectif en 3D et parfois, cela ne fera que marcher dans la rue. Mais c'est cela pour moi le but. Et où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et sur le travail que vous réalisez? Oui, il y a 2 lieux importants. Premièrement, l'école de la petite âme, Little Soul School. Ensuite, pour tout savoir sur les archives akashiques, et mon site personnel, loraco.com, est aussi disponible. Nous sommes actifs sur Facebook et il y a une communauté de l'école de la petite âme. C'est absolument génial. Souhaiteriez-vous laisser un dernier message à l'audience? Tout d'abord, j'adore sincèrement ce que vous faites et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir invité. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est un moment très recherché par de nombreuses personnes. Et si vous écoutez ceci et que vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, vous êtes très probablement l'une de ces personnes. Et donc, je vous suis simplement reconnaissant d'avoir entrepris ce voyage avec nous et je vous encourage simplement à trouver des moyens de vous connecter à ce sens plus profond de soi. Je ne veux pas insister si le domaine akashique vous convient. C'est génial si vous souhaitez le faire par le yoga ou la méditation, mais chaque jour, faites l'effort d'écouter ce qui résonne en vérité au plus profond de vous, votre âme, votre esprit, et permettez à cette authenticité de rayonner et de s'exprimer pleinement. Signifie que nous pouvons partager la pleine vérité de qui vous êtes, et c'est ce que je pense que nous sommes tous ici pour faire. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Je sais que nous pourrions continuer pendant encore 6 heures, sans aucun doute. Il faudra vous réinviter pour discuter un autre jour. Je suis reconnaissant et j'apprécie votre travail pour contribuer à l'élévation, la vibration de toute la planète et d'éveiller tant d'âmes à travers le monde. Pour cela, je vous suis très reconnaissant, mon cher ami. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.